Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va commencer, comme c'est de coutume, par faire connaissance. Alors, la présentation. Je ne vais pas vous lire, vous pouvez lire directement ce qu'il y a en face de vous. Alors, les conférences et les ateliers que j'ai animés, les réalisations, c'est un livre de caractérologie en arabe. C'est le premier livre qui se trouve dans la bibliothèque arabe dans ce domaine. Malheureusement, il fallait qu'il y ait d'autres écrits là-dessus. Bonne traduction de certains livres. Collaboration un petit peu avec Markaz al-Jazira al-Dirasat dans la traduction de certaines recherches scientifiques. Traduction en français de Tafsir al-Mu'in fi Tarbiyat Ma'ani al-Qur'an al-Karim. Et des formations, comme vous voyez, au Maroc, en Espagne, au Danemark, Allemagne, France, Canada, etc. Voilà, on a fait connaissance et on peut commencer, Inch'Allah, la conférence. Bon, alors, ce que je suis vraiment content d'être encore de nouveau devant vous pour refaire cette conférence qui a été faite il y a à peu près 2 semaines et que certains parmi vous ont demandé de la représenter de nouveau. Et je le fais avec plaisir. Mais je tiens à vous informer qu'à chaque exposé sur la caractérologie, les auditeurs s'attendent à recevoir des recettes comportementales et éducatives toutes faites pour les appliquer au sein de leur famille ou avec leurs proches et leur entourage. Or, ce ne sont pas des recettes pratiques que je vais vous présenter, mais des connaissances en caractérologie et des règles à respecter qui vous permettront de mener de la meilleure façon possible votre vie familiale, professionnelle et sociale et d'élaborer vous-même les solutions nécessaires aux différents problèmes auxquels vous serez confrontés, qu'ils soient des problèmes éducatifs ou autres. Alors, ceci dit, sur quoi je vais insister, c'est que vous essayez de bien comprendre ce que je vais vous présenter. C'est ça l'important, parce que je ne vais pas vous donner des recettes toutes faites, mais tout simplement des connaissances et des règles à respecter. Et bien sûr, si vous les comprenez bien, si vous les retenez bien, vous allez en profiter dans votre vie. Alors, ceci dit, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de compréhension, à m'interrompre, à me questionner, même le long de la conférence, pour que je puisse rectifier et vous expliquer encore mieux. Et vous pouvez le faire soit en français, soit en arabe. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est la caractérologie? La caractérologie, c'est l'étude psychologique du tempérament ou du caractère des personnes. Tempérament et caractère, c'est la même chose, c'est le même sens. Il permet à la personne de connaître son propre tempérament afin de bien tirer avantage de ses qualités et de corriger ses défauts. Chacun de nous a des qualités et des défauts. S'il les connaît, il va tirer profit de ses qualités et il va corriger ses défauts, et ce qui est tout à fait normal. Il permet aussi de connaître le caractère de son conjoint, c'est-à-dire votre femme, et de son entourage pour les traiter correctement. Son entourage, je veux dire les enfants, les gens avec lesquels les voisins, les gens avec lesquels vous travaillez, etc., pour les traiter correctement. Et il permet finalement de connaître le caractère de ses enfants pour leur assurer une éducation adéquate. Cette science, la caractérologie, est arrivée à analyser le caractère humain et à déterminer les éléments innés qui le constituent. Les éléments innés, ça veut dire les éléments qui lui ont été donnés par Allah. C'est-à-dire qu'il les a reçus par héritage. Quels sont ces éléments?
on en compte 3 constituants fondamentaux et 5 constituants complémentaires. Donc le caractère humain se compose de 3 constituants fondamentaux et de 5 constituants complémentaires. Je vais expliquer par la suite. Et ce sont les 3 constituants fondamentaux qui donnent par leur combinaison les différents types caractériels. Il y a à peu près 8 familles caractérielles. Ces 8 familles, on arrive à les déterminer à partir des 3 composants fondamentaux. La caractérologie nous apprend 2 vérités primordiales. La première est que l'aspect psychologique de l'être humain ne fonctionne pas fortuitement, mais il est régi par des règles précises et identifiables, comme l'est d'ailleurs son aspect physiologique. L'aspect physiologique de l'être humain, on le sait, il ne fonctionne pas fortuitement. Il y a le système nerveux, il y a le système sanguin, il y a le système... Ces systèmes, en fonctionnant, font vivre l'être humain, ils le font réfléchir, etc. Il en est de même pour le côté psychologique. Le côté psychologique ne fonctionne pas fortuitement, mais il est régi par des règles bien déterminées. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, il est absolument impossible de trouver 2 personnes parfaitement identiques, comme le montre d'ailleurs la différence de leur empreinte digitale. On ne peut pas trouver 2 personnes qui ont les mêmes empreintes digitales, comme on ne peut pas trouver 2 personnes qui ont la même odeur de leur corps, comme on ne peut pas trouver 2 personnes qui ont la même écriture, etc., etc. Chaque personne est différente de l'autre, même si la différence n'est pas perceptible pour nous, mais on ne peut pas trouver 2, et on va le démontrer par la suite, on ne peut pas trouver 2 personnes exactement les mêmes, même si ce sont des jumeaux. Et une autre vérité, le caractère est constant, mais le comportement est modifiable. La caractérologie a établi que les 8 constituants du caractère sont innés, c'est-à-dire héréditaires, et de ce fait, ils sont immuables. Les constituants du caractère humain ne changent pas pendant toute la vie. Ce qui fait que le caractère de l'être humain ne peut être changé. Et c'est ce qui est attesté par ce proverbe chinois qui dit « Changer le cours d'une rivière est plus facile que changer le caractère d'une personne. » Bon, alors si on revient à Sira, la vie du prophète, etc., vous allez qu'autour du prophète, il y avait beaucoup de compagnons du prophète. Ils ont reçu le même discours, la même éducation du prophète. Mais chacun a conservé sa personnalité, chacun a conservé son caractère. C'est-à-dire on n'a pas trouvé parmi ses compagnons des gens qui se sont mis à se ressembler. Ils sont d'accord sur les grandes règles, mais chacun avait sa personnalité et son caractère. Alors pour vous démontrer que le caractère, les éléments du caractère sont innés, قال صلى الله عليه وسلم لأشاج عبد قيس إن فيك خلتين يحبهما الله الحلم والأنات فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما فقال بل خلقين جبلت عليهما فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. C'est-à-dire ce sont des qualités que je n'ai pas acquises de la vie, mais c'est Dieu qui nous les a données par hérédité. Donc, certes, bien sûr, le contraire de l'hilm ou l'anat aussi sont héréditaires. Celui qui n'a pas ces qualités, il en a d'autres, mais elles sont héréditaires aussi. Bon, alors, tu jouis de 2 qualités aimées par Allah et son prophète, la longanimité et la patience. Sont-elles des qualités que j'ai acquises ou des qualités innées, demanda Ashaj. Ce sont des qualités innées, répondait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah de m'avoir donné congénitalement des qualités aimées par lui et son prophète, termina Ashaj. Donc, ça montre que certaines qualités sont innées, c'est-à-dire ne sont pas acquises. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont être acquises. Ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous indique clairement que le tempérament et les comportements qui en découlent sont innés. Bien. Mais l'être humain peut, s'il le décide et apporte l'effort nécessaire, forcer son caractère et modifier son tempérament. Alors donc, le caractère ne change pas, mais le comportement peut changer. Bien sûr, il faut fournir un effort pour changer
de comportement. Si le comportement va bien avec le caractère, on n'a pas besoin de fournir des efforts. Quelqu'un que Dieu lui a donné la patience, pour être patient, il n'a pas besoin de fournir des efforts. Mais quelqu'un qui n'a pas cette qualité, pour être patient dans certaines situations, il a besoin de fournir des efforts. Mais c'est le comportement qui change et pas le caractère. Alors vous remarquez ici dans ce verset coranique, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمين الغيظ, le Coran ne lui dit pas tu ne dois pas te mettre en colère, mais tu dois contrôler ta colère. Cette personne qui n'est pas de son caractère d'être patient, de ne pas se mettre en colère, il peut se mettre en colère, ce n'est pas interdit, ce n'est pas ça qui est interdit. Ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il domine sa rage et sa colère. Puis, le hadith, إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم. Alors, vous remarquez ici, dans ces expressions, l'effort qu'il faut fournir. C'est en fournissant des efforts pour acquérir le savoir que l'on devient savant. Et c'est en fournissant des efforts pour être longanime qu'on le devient. Et c'est en s'exerçant à la générosité que l'on devient généreux. Quelqu'un qui n'est pas de son caractère d'être généreux, mais il peut devenir généreux. Comment? En fournissant l'effort nécessaire pour devenir généreux. Et c'est de là qu'intervient l'éducation et qu'intervient autre chose. C'est en fournissant des efforts pour être patient que l'on acquiert la faculté de la patience. Alors, je répète toujours, les gens qui sont naturellement patients, ils n'ont pas besoin de fournir des efforts. Mais les gens qui ne sont pas naturellement patients, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas, dans certaines situations, être patients. Mais ils doivent fournir l'effort nécessaire pour l'être. Quelle différence y a-t-il entre le caractère et la personnalité? Alors, c'est ma personnalité qui me distingue de ceux avec lesquels je partage le même caractère, a dit le poète britannique Lord Byron. Alors, j'ai dit qu'il y a 8 familles de caractères. On va les voir par la suite. Dans la même famille, il y a des différences. Et c'est la personnalité qui fait la différence entre les personnes appartenant à la même famille de caractères. Le caractère humain est alors cet ensemble déterminé de goûts, d'aversion, d'aptitude, d'inaptitude qui se trouve inscrit dans la nature humaine. Ça, c'est le caractère. Mais par-dessus ce fondement, cette base congénitale, la vie dépose ses apports à travers l'éducation et l'expérience personnelle. Et c'est le fondement caractériel plus l'apport de la vie, c'est l'interaction et le compromis établissement entre l'influence des apports de la vie et le caractère inné qui forment la personnalité. Voilà, qui forme la personnalité. Donc la personnalité, c'est la base caractérielle plus l'apport de la vie, par l'éducation, par l'expérience personnelle et autres, et ce tout, cet ensemble, forme la personnalité. Bon, alors on va maintenant arriver aux 3 constituants fondamentaux du caractère. Le premier constituant, c'est l'émotivité. L'émotivité. Si vous voulez la traduction en arabe, al-infi'aliyya. Pas l'infi'al, l'infi'aliyya. L'activité, la personne peut être active ou non active, active ou non active. Et le retentissement des représentations, la personne est primaire ou secondaire. Alors, l'explication viendra par la suite. Maintenant, les 5 éléments complémentaires. Alors, vous avez largeur ou étroitesse du champ de conscience, domination ou conciliation, avidité ou non-avidité, extraversion et introversion, tendresse ou sécheresse. Alors, les 3 fondamentaux plus les 5 complémentaires forment le caractère de la personne et vous allez voir que c'est le niveau de chacun de ces constituants qui va former la différence entre les différentes personnes. Chacun de ces constituants du caractère va produire un comportement et on ne peut qualifier ce comportement ni de bon ni de mauvais en lui-même. Alors cela est très important. Les constituants du caractère vont produire un comportement. Alors ce comportement, on ne peut pas dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais en lui-même, mais c'est la situation dans laquelle il se produit
Ce qui détermine la valeur de ce comportement, c'est la situation qu'il a suscitée et le résultat qu'il va s'en suivre. Exemple, la colère produite par l'émotivité n'est pas en elle-même bonne ou mauvaise. Il peut être demandé et salué lorsqu'il se manifeste devant un fait réprouvable. Lorsque vous vous trouvez devant un crime ou devant n'importe quoi, vous montez en colère, cette colère est justifiée et elle est demandée. Et il est condamnable, la colère, lorsque, par exemple, une personne passe sa colère sur ses parents. Passer sa colère sur ses parents est vraiment réprouvable. Donc la colère en lui-même n'est pas bonne ou mauvaise, mais c'est la situation et le contexte qui va dire qu'il est demandé ou qu'il est rejeté. Bien, on arrive à l'émotivité maintenant. Qu'est-ce que l'émotivité? Alors, pour l'émotivité, il y a d'abord l'aspect extérieur. L'aspect extérieur, c'est ça. Les pleurs, les cris, etc., etc. Une personne émotive, on va le voir directement sur son aspect extérieur. Soit il va se mettre à pleurer, soit à crier, à sauter de joie, etc., etc. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'émotivité? L'émotivité est une réserve d'énergie nerveuse. Chaque personne a une réserve d'énergie nerveuse et elle va la dépenser. Un sujet est émotif lorsqu'il réagit de façon vive à un événement en libérant ainsi sous des formes diverses, soit par des cris. Alors, la personne réagit. La personne qui est émotive réagit à une action, à un événement, soit par des cris, soit par des larmes, soit par des explosions joyeuses. Il apprend une bonne nouvelle et il saute de joie, enthousiasme, soit l'indignation lorsqu'il est devant une situation qui est mauvaise, il s'indigne. Quelquefois, l'indignation peut être très vigoureuse. Ça peut arriver même à des mouvements d'attaque ou de défense. C'est de cette manière que la personne émotive va sortir l'énergie dont il dispose. Mais l'émotivité ne se manifeste pas forcément par des signes extérieurs évidents à l'observation. Ça, c'est en général ce que je viens de dire. Ce sont des choses qu'on peut voir. Mais l'émotivité, quelquefois, il ne se manifeste pas très clairement par des signes qu'on peut remarquer facilement. Il peut rester sous forme de crise intérieure et se manifeste par de petits signes à peine perceptibles. Modification du timbre de la voix. Vous savez, quelqu'un qui est émotif, mais il se met à trembler, la voix change. Légère mimique sur le visage, etc., tremblements, etc., qui sont à peine perceptibles. L'émotif, alors, est l'événement en question qui va susciter l'émotivité ou les signes de l'émotivité, peut être tout intime, c'est-à-dire vous avez une pensée, une image, la réanimation d'un sentiment suffit à provoquer l'émotion. Vous avez quelqu'un qui est devant vous, puis il se met à pleurer. Vous ne savez pas pourquoi. C'est seulement une pensée. Il lui est venu une pensée. Il s'est rappelé quelque chose et il se met à pleurer. Ou bien il a vu une image, il s'est mis à pleurer ou à rire, etc. La réanimation d'un sentiment, il s'est rappelé un sentiment, suffit pour provoquer l'émotion. Alors, les signes de cette émotion peuvent être très clairs, très visibles, ou bien moins clairs et moins visibles. Mais il va de soi que ce sont les événements extérieurs qui provoquent les plus vives décharges émotives. Alors ici, ce sont des choses intérieures, une pensée, une image, etc. Mais ce sont les événements extérieurs qui vont provoquer les plus vives décharges émotives. Bon, alors sur l'emprise de l'émotivité, la personne sursaute à un bruit soudain. Alors une personne émotive, lorsqu'elle entend un bruit, elle va sursauter. Un autre, même s'il y a une bombe qui explose devant lui, elle reste impassible. Vous n'allez pas voir qu'il est en train de sursauter. Bien sûr, ça dépend du degré de l'émotivité. Il est troublé par une nouvelle imprévue. Lorsqu'il reçoit une nouvelle imprévue, il est troublé. Voilà, il change de couleur quelquefois, il devient pâle, il devient livide, etc. Il peut même se mettre à pleurer, etc. Il éprouve de grandes joies ou de grandes tristesses. Si la nouvelle est bonne, il va éprouver une grande joie, il va la montrer très clairement, comme un joueur de football qui marque un but, il va sauter de joie, etc. Ou de grandes tristesses, bien sûr, si la nouvelle n'est pas bonne. Il ne peut faire un travail que s'il lui plaît. Un émotif ne fait un travail que si ce travail l'attire, lui plaît.
il est très sensible à l'ambiance, à l'entourage. Les gens avec lesquels il se trouve, il est très sensible à ça. C'est-à-dire, il tient compte de son entourage, ce qu'ils vont dire, comment ils vont le regarder, comment ils vont le voir, etc. Il prend tout à cœur, très à cœur, et peut se montrer facilement blessé ou susceptible en cas de critique, ou au contraire, heureux en cas de compliment. Donne trop d'importance à de petites choses. C'est clair, je pense, jusqu'à présent? Oui? Bien. Cette capacité de réagir de cette manière à des événements pour qui d'autres caractères seraient insignifiants est le premier signe de l'émotivité. Le premier signe de l'émotivité, lorsqu'il y a un événement qui est très simple et la personne va réagir d'une manière très forte, l'émotif. Pour d'autres caractères, surtout pour ceux qui ne sont pas émotifs, cet événement qui a suscité cette émotion chez l'émotif est vraiment quelque chose d'insignifiant. Le deuxième signe est donné par l'ampleur de la réaction. Cette réaction est faible, ou en tout cas mesurée chez les non-émotifs, mais elle est intense et débordante chez les émotifs. Mais les manifestations de cette intensité peuvent être plus ou moins brutales selon qu'ils se ressentent dans un court intervalle ou qu'ils s'étendent sur une longue période. Alors, cela est très important. Le deuxième signe, c'est l'ampleur de la réaction. Alors, les non-émotifs, ils vont réagir selon leur degré d'émotivité, mais leur réaction sera mesurée. Bon, mais les émotifs, ils vont réagir d'une manière brutale, mais il y a un autre élément qui va intervenir, c'est la primarité et la secondarité que nous allons voir par la suite. Si l'émotivité se manifeste sur un laps de temps qui est très court, il va être très visible et on va la voir d'une manière très claire. Mais l'émotivité peut s'étaler sur une longue période. Et dans ce cas-là, vous aurez à peine la possibilité de la remarquer, mais la personne est émotive. Et on va voir ça avec la primarité et la secondarité. Troisième signe est donné par les répercussions physiques de l'émotion, qui peuvent être soit l'abattement lorsqu'il s'agit d'un événement malheureux, quelqu'un qui vit un événement malheureux, comme les événements que nous vivons actuellement, il peut être abattu, c'est-à-dire terrassé, tomber malade, etc. Ça, c'est bien sûr le plus haut degré de l'impact de l'émotivité, ou un éclat dans le regard et une chaleur dans la voix, voire des sauts de joie devant un fait heureux. Ça n'arrive pas jusqu'à l'abattement, mais un éclat dans le regard, vous remarquez dans son regard qu'il est heureux, etc. Et une chaleur dans la voix, et voire des sauts de joie devant un fait heureux. Effet sur les capacités cognitives ou cognitives, c'est-à-dire les capacités de l'apprentissage. C'est-à-dire ici le rapport de l'émotivité avec l'intelligence. L'émotivité dote l'intelligence. Quelqu'un qui est émotif, d'intuitivité, de capacité à ressentir la réalité avec tout le risque de subjectivité qui en découle. Bien sûr, l'intuitivité, sentir la réalité à travers l'émotivité, mais cela aussi comporte des risques, les risques de subjectivité. Il peut appréhender la réalité, mais d'une manière qui n'est pas très objective, qui n'est pas très précise. L'émotivité dote l'intelligence d'imagination fourmillante et créative et prédispose au goût pour les activités artistiques. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas trouver des gens qui sont dans le domaine artistique, la poésie, n'importe quoi, la peinture, etc., qui ne soient pas émotifs. Les non-émotifs, généralement, ne sont pas prédisposés aux activités artistiques. Mais il peut conduire à une mauvaise appréciation de l'importance réelle des risques, des obstacles et un manque de réalisme. Ça, c'est le revers de la médaille, comme on dit. L'émotivité aussi peut pousser à une mauvaise... Quelqu'un qui calcule mal la réalité. Et il peut tomber dans des risques, des obstacles, et il manque de réalisme. L'émotivité influe aussi sur le niveau de perturbation de la personne en cas d'échec. Alors, il y a une personne qui n'est pas émotive lorsqu'il échoue, l'examen ou dans sa vie, etc. Il ne va pas jusqu'à la perturbation. Quelquefois, ça peut être arrivé jusqu'à la dépression nerveuse, etc., etc. Ça, c'est la personne qui est non émotive. Il n'arrive pas jusqu'à ça. Il peut facilement digérer l'échec.
Mais quelqu'un qui est émotif, en cas d'échec, ça peut arriver jusqu'à les dépressions nerveuses ou autres. La ferveur religieuse. Quel rapport entre la ferveur religieuse et l'émotivité? La ferveur religieuse distingue parfaitement les émotifs des non-émotifs. C'est-à-dire que les gens émotifs sont plus fervents dans leur religiosité que les personnes non émotives. Ça ne veut pas dire que les non émotifs ne sont pas religieux, mais il y a une différence de ferveur. Vous savez ce que c'est que la ferveur? C'est-à-dire vous allez facilement trouver un émotif qui pleure dans sa prière, etc., ce que vous ne pouvez pas trouver chez un non-émotif. Le non-émotif, il peut faire sa prière, mais il n'arrive pas à ce niveau de ferveur qu'a quelqu'un qui est émotif. La moyenne de cette ferveur est chez les émotifs de 21%. Alors 21% par rapport aux autres constituants du caractère. Alors qu'il n'est chez les non-émotifs que de 12%, c'est-à-dire le double. La ferveur chez les émotifs est le double de la ferveur chez les non-émotifs. Et on peut dire tout de suite que tous les prophètes sont de grands émotifs. Maintenant, la non-émotivité, c'est-à-dire le contraire. Alors, en caractérologie, on mesure le degré de l'émotivité en faisant des textes par une échelle allant de 1 à 10. De 1 jusqu'à 5 ou moins de 5, c'est quelqu'un qui n'est pas émotif, qui est non émotif. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas émotif du tout, mais qu'il y a une émotivité qui est moindre. 5 jusqu'à, ça n'arrive pas à 10 bien sûr, jusqu'à 8, jusqu'à 9, c'est quelqu'un qui est émotif, vous remarquez la différence. Un émotif qui a 6 n'est pas comme celui qui a 7, n'est pas comme celui qui a 8, etc. Et le non-émotif qui a 1 n'est pas comme celui qui a 2, n'est pas comme celui qui a 3, etc. Il est clair que la croissance de l'émotivité détermine la décroissance de ses manifestations. Plus la personne est non émotive, plus les manifestations dont je vous ai parlé pour l'émotif vont disparaître. Ainsi, la diminution de l'émotivité diminue l'inquiétude et affaiblit l'action. Et la personne non émotive va moins manifester ses sentiments lorsqu'elle éprouve les sentiments qu'elle éprouve ou veut paraître éprouvée. Il sera moins communicatif, moins expansif, moins exubérant, moins franc, moins ouvert et plus ou moins froid dans ses relations. Alors je répète ce que je répète toujours lorsque je parle de la caractérologie. On ne peut parler ici ni de bien, ni de bon, ni de mauvais. C'est la situation, quelquefois, qui demande qu'une personne soit émotive, et une autre situation exige que la personne soit non émotive. La situation ou la fonction ou la profession qu'il va exercer. Mais en contrepartie, alors vous remarquez ici, il sera d'humeur égale, c'est-à-dire il ne sera pas d'humeur changeante. Maintenant il est content, 2 minutes après il se met en colère, etc. Et là il est d'humeur égale. Il fera preuve d'objectivité et de véracité, alors que nous avons vu que l'émotif, quelquefois, il n'est pas toujours objectif. Il peut sombrer vers la subjectivité. Et de véracité, il est toujours vérace, c'est-à-dire il dit la vérité et on peut avoir confiance en lui. Il sera tolérant et digne de foi. Sa réaction est faible et équilibrée. Il ne va pas avoir des sauts d'humeur ou des sauts de joie, mais c'est une réaction qui est équilibrée et faible. Il est calme et endurant. Il fait preuve d'un grand contrôle de soi. Il sait se maîtriser devant des situations comme la menace ou la tentation. Alors vous remarquez ici que ces qualités sont quelquefois nécessaires et très importantes pour une profession donnée, pour une fonction donnée. Et les autres qualités, ils sont bonnes, ils sont nécessaires, ils sont très importants pour une profession ou bien pour exercer une fonction donnée. Donc comme je vous dis, on ne parle pas ici de bon et de mauvais, mais on parle de éléments constituant le caractère et de ses manifestations. Alors, si l'émotivité pousse la personne à s'engager dans des projets visant à influer sur la réalité,
et à fixer des objets pour réaliser ce à quoi il aspire. Généralement, les émotifs, ils se fixent des objectifs très grands, je veux faire cela, je veux changer le monde, je veux faire cela, etc., etc. Et l'émotivité va pousser la personne à s'engager d'une manière très forte dans la réalisation de ces objectifs qu'il s'est fixés. La non-émotivité conduit à une grande objectivité et à une froide neutralité et efficace au niveau de l'analyse et de la planification. Alors, l'émotif n'est pas efficace au niveau de l'analyse et de la planification, mais celui qui est non émotif, il va être efficace au niveau de l'analyse et de la planification. L'émotivité, la rationalité et la créativité. Alors, il est rare de trouver que l'émotivité et la rationalité sont égales chez une personne. Si l'émotivité diminue, c'est la rationalité qui augmente. Si l'émotivité augmente, c'est la rationalité qui diminue, ce qui donne la créativité artistique. Généralement, la créativité artistique, on la trouve chez ceux qui sont émotifs. Et c'est très rare qu'on va la trouver chez ceux qui sont non émotifs. Alors, j'aimerais à ce propos porter un éclairage sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, que vous connaissez tous, les femmes sont déficientes en religion et en rationalité. Alors, le plus important ici, c'est que le hadith ne dit pas non. On trouve parmi les femmes, comme parmi les hommes, des femmes très intelligentes et qui sont arrivées à des niveaux d'études très élevés. Et même ces derniers temps, on remarque que dans les résultats du baccalauréat, sont généralement les jeunes filles qui ont les moyennes les plus élevées. Alors, donc ce n'est pas qu'il manque d'intelligence, mais qu'il manque de rationalité, et cela est très clair et très visible. Et le hadith, non. Alors, le vécu montre que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, mais sous l'effet de l'émotivité, ils sont moins rationnels dans des situations de la vie quotidienne. À consulter à ce sujet un livre très important qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette caractéristique aux femmes, tout simplement pour qu'ils puissent, puisqu'ils ont plus d'émotivité, ils puissent traiter avec leurs bébés, leurs enfants, etc., etc. Et bien sûr, on a besoin tous les émotions et l'émotivité féminine. Bien. Il y a un livre qui s'appelle Niswiyat al-Ilm et qui dit que si les femmes étaient pionnières de la recherche scientifique, la science ne serait pas allée vers la création et la production des armes de destruction massive, etc., etc. Elle aurait été plus humaine. Mais malheureusement, tout simplement, sous l'effet de leur émotivité, ils ne vont pas aller dans cette direction. Maintenant, l'activité. La personne est active ou non active. Moins de 5, elle est non active. Plus de 5, elle est active. Bon, les manifestations extérieures de l'activité, ce n'est pas toujours une activité physique, mais ça pourrait être aussi une activité intellectuelle. Bon, alors généralement, on dit qu'une personne est active ou non active, on le reconnaît facilement lorsque on regarde une personne pendant son congé ou bien le dimanche. Une personne active le dimanche, lorsqu'il ne travaille pas, il ne va pas rester endormi chez lui. Il va faire quelque chose. Faire du sport, aller à la pêche, faire du bricolage, etc., etc. Une personne non active, il va dormir, etc., etc. Déjà ça, parce que la personne qui est non active, lorsqu'il est à son travail, il est payé pour le faire, il le fait. Mais lorsqu'il n'a rien à faire, c'est-à-dire il est en congé ou bien pendant le dimanche, etc., il ne va pas consacrer son temps à faire un travail productif. Donc, en caractérologie, le sujet actif est celui qui a un besoin congénital qui le pousse, et celui qu'un besoin congénital le pousse à l'action. C'est-à-dire il a une énergie à l'intérieur et il doit la dépenser. Et c'est pour ça que cette énergie va le pousser à l'action. Les événements extérieurs ne sont pour lui que des occasions, des prétextes. Et s'il n'y en avait pas, il les chercherait, les susciterait, car il vit pour agir.
Il a besoin d'agir. La vie, ce qu'il présente comme occasion d'agir, ce sont des prétextes. Mais lui, même s'il n'y avait pas ces prétextes, il va essayer de les trouver, de les chercher et de les susciter. Alors, chez le sujet actif, la réaction émotive peut se traduire en des activités robustes, dûment conduites, et que l'émotivité ne fera que renforcer et prolonger davantage. Alors, on voit déjà le rapport entre l'émotivité, qui est la première composante de la caractérologie, et... vous n'entendez pas? Non? Et la seconde, qui est l'activité. Une personne qui est émotive, cette émotivité, si elle est active, il va le pousser, comme le moteur, il va le pousser à donner à son activité un grand essor, un grand effort, etc., etc. Le sujet actif est alors persévérant, audacieux, toujours en activité, objectif, il n'est pas subjectif, parce qu'il juge les choses par l'action, et sûr de lui-même, de ce qu'il va faire. Il a le sens du réel et de ses intérêts pratiques, et il est capable de reprendre rapidement son énergie physique. La non-activité, c'est une énergie physique qui est très basse. Il n'a pas beaucoup de réserve d'énergie physique qui est très basse. Alors, le non-actif agit contre son gré. Il agit s'il est poussé à agir, s'il est obligé d'agir, avec peine et souvent en grumblant et en se plaignant. Et il n'agit que parce qu'il a peur ou il a faim. Bon, alors ça c'est le degré le plus bas de la non-activité. Il n'agit que s'il a peur ou il a faim. S'il a peur, il va se sauver. S'il a faim, il va chercher à manger. Il agit difficilement, il se fatigue rapidement, il s'émeut plus qu'il ne s'active. Nous avons ici, bien sûr, les deux extrêmes. L'actif, comme nous venons de le voir, il est persévérant, il cherche du travail, etc. Et le non-actif, il est dans ce cas de figure que je viens de vous montrer. La réaction émotive chez lui se traduit par un trouble intérieur et se traduit non pas par des actes, mais par des sentiments. Alors, comme nous avons vu, chez celui qui est actif, la réaction émotive va le pousser à faire des actes. Alors que la réaction émotive chez celui qui n'est pas actif, il va se transformer, pas en acte, mais en sentiment. Bon, alors la question que j'ai posée la dernière fois à ceux qui étaient là, la personne que vous voyez devant vous, est-ce qu'elle est active ou non active? Cette question est très importante pour comprendre le sens de l'activité. Qu'est-ce que vous dites? Comment? La question, est-ce qu'elle est active ou non active? Bon, alors cette personne n'est pas active. Elle est non active. Parce que l'activité, c'est une action qui produit quelque chose d'important. Alors celui-là, il est fâché, il est en train de casser n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle de l'agitation et pas de l'activité. Donc l'activité se mesure par le résultat. Est-ce qu'il produit ou il ne produit pas? Mais pas par de l'agitation qu'on peut voir. Il est certainement émotif, mais il n'est pas actif. Un émotif qui crie, blâme vivement, éclate, injurie ou brise n'est pas nécessairement un actif. C'est-à-dire, au lieu de faire des actions, il les remplace par des paroles ou par des choses qui ne donnent rien, qui ne sont pas productives. Alors, cette personne qui a l'air serein, que vous connaissez, je pense, est-ce qu'il est actif ou non actif? Bien sûr, Randy, vous le connaissez. S'il n'était pas actif, il n'aurait pas transformé l'Inde. Mais au lieu que son activité se manifeste sur un temps court, il s'est étendu sur une longue période, voire des années, pour produire ce qu'il a produit, qui est la libération ou l'indépendance de l'Inde. Alors qu'un autre qui rentre en lui-même les volontés qui sont de que son émotivité lui inspire et ne les révèle que par des entreprises étalées sur de longs délais, n'est pas un inactif. Donc, quelle est la mesure qui nous permet de dire
si une personne est active ou non active, c'est le résultat final. Si le résultat est négatif, comme celui qui saute ici, la personne n'est pas active. Il ne s'active pas, mais il réagit. C'est de l'agitation. Alors que la deuxième personne, en fin de compte, elle est arrivée à réaliser quelque chose de très important, donc cette personne est active. Considérations éducatives relatives à l'activité qui peuvent, vous considérer en tant que parent pour traiter bien avec vos enfants. Souvent, alors ça c'est très important, ça ce sont des règles dont je vous ai parlé au début, un père actif qui a embrassé une carrière que seuls les sujets faisant preuve d'un degré d'activité élevé réussissent. Bon, père qui devient médecin, qui devient ingénieur, qui devient chercheur, etc., etc. Alors, parce qu'il est actif, alors ce père voudrait que son fils ou sa fille suive le même chemin que lui. Bien sûr, il le voudrait, mais si l'enfant n'a pas les aptitudes requises pour suivre la voie empruntée par son père, il va vraiment souffrir, c'est-à-dire cet enfant, ce jeune, et faire souffrir ses parents en étant engagé malgré lui dans une entreprise qui ne le convient pas. Donc c'est bien que les parents veuillent que leurs enfants suivent le même chemin qu'eux, surtout si les parents ont réussi dans la vie. Mais il ne faut pas les pousser dans une carrière pour laquelle ils ne sont pas préparés naturellement. Sinon, comme je viens de dire, l'enfant va souffrir et il va faire souffrir ses parents. Moi, je connais des cas de jeunes qui ont été poussés par leurs parents vers faire des études qu'ils ne voulaient pas, pour lesquelles ils ne se sentaient pas préparés, qui sont tombés en dépression nerveuse, etc. Et ils sont entrés dans un traitement qui a pris beaucoup de temps et n'ont jamais été guéris de ce qui leur est arrivé. Donc il faut faire très attention, connaître les capacités de vos enfants et les orienter en fonction de leurs capacités. Il n'y a pas que la médecine ou l'ingénieur qui sont bons, mais il y a d'autres champs où les enfants peuvent développer leurs capacités et être bons et être utiles aussi. Alors, l'orientation scolaire doit alors impérativement respecter le tempérament et les aptitudes de l'enfant. On arrive maintenant au retentissement des représentations, une personne est primaire ou secondaire. Alors, je voudrais bien que vous compreniez ce troisième constituant du caractère. L'émotivité ou l'activité peuvent ou bien exploser dans l'instant présent, pour se détendre ensuite rapidement, c'est la primarité. Alors, une personne primaire, c'est quoi? Une personne primaire, c'est celui qui réagit rapidement, mais qui revient sur sa réaction rapidement. C'est-à-dire, son comportement est en dents de scie. Il est content, puis tout de suite après, il devient malheureux, il est content, malheureux, etc., etc. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la primarité est expliquée par sari'a. La personne sari'a. Ça veut dire il prend des décisions rapidement, mais il revient sur ses décisions rapidement aussi. C'est la primarité. Cette personne est primaire. Voilà, son comportement est en dents de scie. Ou bien, l'émotivité ou l'activité vont se concentrer en vue de décharges continues, opiniâtres et prolongées. C'est alors la conséquence de la secondarité. Une personne secondaire, c'est le contraire. Alors, je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous avez un enfant qui joue avec ses camarades au football, et puis quelqu'un l'a poussé, l'a fait tomber. Bien, cet enfant, c'est les primaires, il va tout de suite réagir, il va dire, ça y est, je ne viendrai jamais jouer avec lui, et il va quitter le terrain, et 2 minutes après, il va revenir. C'est-à-dire, prendre une décision, et 2 minutes après, il va revenir sur sa décision. Cet enfant est primaire. Bon, prenons le cas d'un enfant secondaire. Un enfant secondaire, c'est là le même problème. Il ne va pas rapidement prendre la décision de partir et de dire à ses camarades, je ne veux jamais vous voir.
il va prendre son temps. Mais si jamais il prend la décision de quitter le terrain et de ne jamais revoir ses camarades, il va le faire. C'est-à-dire, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il revienne sur sa décision. C'est ça le sens entre le primaire et le secondaire. As-sari' wal-bati'. Oui? Oui? Je n'entends pas bien, vous êtes un peu éloigné, si vous pouvez vous approcher ou parler un peu plus fort. Non, primaire c'est haut et bas. Secondaire, c'est stable, oui. C'est une courbe qui est très douce. Oui? Est-ce qu'on peut la comprendre dans une relation de couple entre femme et homme? Est-ce qu'il y a l'impact du sexe? Est-ce que, par exemple, est-ce que les femmes sont très émotives, ils vont être primaires, puis leur donner le temps de ne pas réagir tout de suite? La caractérologie concerne aussi bien les hommes que les femmes, les garçons que les filles. Ils peuvent... Oui, je réponds à votre question. C'est-à-dire que les hommes peuvent être soit primaires, soit secondaires, et les femmes peuvent être soit primaires, soit secondaires. Il n'y a pas... La seule différence, c'est une femme, par exemple, qui est secondaire, si jamais elle réagit en fonction de sa secondarité, le temps va être très long. C'est tout. Et si elle est primaire, il peut revenir tout de suite. Mais on ne peut pas dire que les femmes sont primaires et les hommes sont secondaires. Le problème, c'est que si vous avez un couple où les deux sont primaires, dans ce cas-là, ça risque de... Oui, c'est les deux. C'est les deux sont émotifs. C'est-à-dire, ils réagissent facilement. Ils sont actifs, c'est-à-dire ils peuvent passer à l'action. Passer à l'action, c'est-à-dire frapper ou quelque chose d'autre. Et primaire, ils vont se disputer, même se battre une fois. Ils peuvent arriver au divorce. Puisqu'ils sont primaires, ils vont revenir. Puis la deuxième fois, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la troisième fois, ils n'auront pas l'occasion de... Ce que je vous dis, je le sais, je le connais. Je connais beaucoup de couples qui sont dans cette configuration. Alors, comment l'éviter, etc., ça c'est un autre problème. Bien, les sujets primaires. Certains caractères vivent presque totalement dans le moment présent. Ainsi, aussi bien dans l'acte qu'ils accomplissent que dans celui qu'ils subissent. Ils réagissent tout de suite, font quelque chose, ou bien lorsqu'ils subissent quelque chose, ils ont une réaction qui est instantanée. Ils se donnent pleinement pendant un temps à ce qui les frappe, les réjouit ou les chagrine. Lorsque quelque chose les attire, surtout s'ils sont émotifs, ils vont se donner très fortement à cette activité, mais quelque temps après, ça y est, cet enthousiasme va diminuer. Ils sont rapidement enthousiasmés, mais ils sont aussi rapidement, ils perdent leur enthousiasme. Que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais. Leur réaction explose vigoureusement, mais elle est instantanée. Et s'éteint rapidement. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Puis, ils seront attirés par d'autres joies. C'est-à-dire une chose qui va le retenir, les rendre joyeux. Pendant un certain temps, ils vont l'abandonner et ils vont être attirés par d'autres joies ou bien désolés par d'autres chagrins. Et livrés à d'autres préoccupations. Ce sont ceux qui, s'ils sont émotifs, se désolent le plus vite et le plus fort, mais ils se consolent le plus aisément. Alors, quelqu'un qui est primaire, le bon côté, c'est s'il se met en colère, s'il se désole, etc., à l'instant, puis quelquefois, quelque temps après, ça y est, il peut se consoler et il peut revenir sur sa décision de colère ou d'inimité, etc. C'est-à-dire, si vous allez lui dire, ça y est, ce n'est pas un problème, etc., il va revenir sur sa décision facilement. Ce n'est pas le cas de celui qui est secondaire.
Ce sont des sujets des primaires. Bon, les sujets secondaires, d'autres sujets qui réagissent, qui ne réagissent pas instantanément, comme les primaires, mais leur réaction se prolonge sur un long moment. Leur acte et les événements laissent alors chez eux des traînées longues et denses qui, bien loin de se dissoudre dans le présent, creusent un profond sillon dans l'histoire de la personne et la marquent profondément. Bon, je vous donne un exemple. Prenez un enfant très émotif et secondaire. Si il a subi une injustice en classe ou à la maison, etc., il va la ressentir très profondément parce qu'il est émotif, mais il ne va pas l'oublier facilement. Ça peut traîner pendant très longtemps et ça peut marquer même sa vie. Surtout si la blessure a été très, très grave. Donc, il faut faire très attention avec les émotifs, oui, et les secondaires, oui. Est-ce qu'une personne primaire a tendance à tomber dans des addictions? Dans Des addictions. Une personne primaire, il est impulsif. Il peut être attiré par certaines choses, par exemple, qui peuvent entraîner des addictions. Mais il peut facilement revenir. C'est ça l'intérêt. Un secondaire ne va pas être attiré par des choses qui vont l'entraîner vers la dépendance, etc., les addictions, mais ça va prendre plus de temps. C'est ça la différence. Oui? Si un parent épouse son fils émotif primaire, est-ce qu'il a la chance de changer de l'être émotif primaire l'être émotif secondaire? Bon, alors, changer de caractère n'est pas possible, mais il peut changer de comportement. Alors ça vient avec l'éducation, ça vient avec autre chose. Mais il ne peut pas, du primaire, devenir secondaire. Non, ce n'est pas possible. Mais il peut changer de comportement, on peut voir ça après. Alors, si par exemple un chagrin survient, le secondaire le reprendra. Bon, alors, une seconde. Si un chagrin survient, c'est-à-dire que vous n'allez pas le voir chez un émotif secondaire. Mais, au début, vous n'allez rien voir. Mais par la suite, le secondaire va reprendre ce chagrin. Il va le revivre longtemps. Et il demeurera fidèle au sentiment que ce chagrin a brisé. Sa tristesse s'alimentera d'elle-même sans cesse et renaîtra de ses cendres qui ne s'éteindront que très lentement. Ça, c'est le secondaire. Un mauvais coup, une injustice ou une injure, un abandon, une trahison ne seront pas ressentis dans l'instant, mais ils seront par la suite repensés, vécus, remâchés sur une longue période. La secondarité est la mère des fidélités exemplaires. Ça, c'est bon. Un secondaire restera fidèle à sa famille, à sa femme, à ses enfants, à ses camarades, etc., d'une manière vraiment exemplaire. Mais, et des sentiments profonds, mais il est aussi responsable des rancunes et des soupçons tenaces. Si quelqu'un le blesse, il va être rancunier, il ne va pas oublier, et ça peut prendre beaucoup de temps. Je vous donne un exemple et je réponds. Imaginez que vous avez deux enfants, l'un primaire, l'un secondaire. Alors celui qui est primaire, il va avoir un petit problème, il va se mettre en colère et puis, ça y est, il va pleurer, etc., puis ça va passer. Le secondaire, il ne va pas faire la même chose. S'il a un problème, il va se mettre en colère, il va se mettre à pleurer et il ne va pas s'arrêter et il va répéter ça pendant plusieurs fois. Alors certains parents vont dire, mais pourquoi tu es comme ça? Regarde ton frère, il a facilement oublié. Il a facilement oublié parce qu'il n'est pas le même. C'est tout. Ils ne sont pas les mêmes. Donc il ne faut pas donner un exemple par quelqu'un qui est secondaire à quelqu'un qui est primaire. Non. Quelqu'un qui est primaire, il peut facilement, surtout s'il est actif, il va oublier ce qui lui est arrivé dans l'activité. Mais le secondaire, il va remâcher cela pendant une très longue période. Et il faut faire très attention à cela si vous avez des enfants qui sont l'un primaire et l'autre secondaire. Oui? Est-ce que être personne primaire, c'est forcément un défaut? Bien,
ce n'est ni une qualité, ni un défaut. Ça dépend de la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et il fait l'apologie de celui, as-sari'ul awdah, as-sari'ul fay' dans le hadith. C'est-à-dire celui qui se met en colère et qui facilement revient sur sa colère, c'est bon. Donc ici la primarité est bonne. Un primaire qui se réconcilie facilement, qui oublie facilement ce qui lui est arrivé et qui peut aller renouer l'amitié ou avec ses camarades ou bien ses frères, etc., c'est bon. Mais dans certaines situations, elle n'est pas bonne. La même chose pour la secondarité. Quelqu'un qui reste sur ses positions pendant très longtemps et vous ne pouvez pas le convaincre à aller, par exemple, se réconcilier avec son frère, par exemple, ou avec quelqu'un de sa famille, etc., ça c'est mauvais. Alaykoum salam. Excusez-moi, je vais arrêter un peu en retard, mais je crois que j'ai compris le sujet. J'ai une question par rapport aux critères secondaires. Est-ce possible qu'une personne transite entre les deux stadiums, les deux façons d'être dans le cursus de sa vie? Ça veut dire qu'il puisse être primaire au départ et devenir secondaire en vice-versa. Bon, alors, si on est primaire pendant toute sa vie. Si on est secondaire pendant toute sa vie. Mais on peut changer de comportement. Bon, imaginez que quelqu'un qui est secondaire, qui a eu un problème avec quelqu'un, avec son frère, son cousin, etc., et il ne veut pas se réconcilier. Si vous allez le voir et vous le convainquez que ce n'est pas bon, etc., et l'autre, il regrette et il faut revenir vers lui, etc., il va revenir. Ce n'est pas qu'il a changé de caractère, mais qu'il a changé de comportement. Le comportement est suscité par le caractère. Mais on peut changer de comportement. Et c'est de là l'importance de l'éducation et l'importance de ces choses-là, et l'importance aussi de l'entourage, d'encourager quelqu'un pour s'il est... Bon. Oui? Est-ce que l'impulsivité, c'est un trait exclusif par quelqu'un qui est primaire? Répète, je n'ai pas... Est-ce que l'impulsivité, c'est un trait qui est exclusif aux personnes primaires, mais ça peut aussi aller pour les personnes qui sont secondaires? L'impulsivité, c'est le signe clair de la primarité. Quelqu'un qui est primaire, il va réagir d'une manière impulsive. Il ne va pas prendre le temps de réfléchir. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Quelquefois, c'est demandé. Oui? Juste pour réagir par rapport à ça, mais c'est possible que quelqu'un d'impulsif, c'est-à-dire primaire, change son comportement et devienne éventuellement plus sage puis moins impulsif. S'il s'agit de changer un comportement, d'accord, oui. Puis une deuxième chose aussi, est-ce que quelqu'un, par exemple, de très fidèle, mais qui n'est pas rancunier, ça veut dire qu'il est forcément secondaire mais actif? Je n'ai pas compris. Quelqu'un qui est fidèle mais pas rancunier. Fidèle? Et pas rancunier. Non rancunier. Qui n'a pas Ah, non rancunier. Ouais. Non. La secondarité, c'est les fidèles, c'est l'effet de la secondarité, et il est rancunier, c'est l'effet de la secondarité. Ça dépend de ce qui lui est arrivé. Avec ses amis, les rapports avec sa femme, les rapports avec son entourage, etc., etc. Il peut démontrer une grande fidélité parce qu'il est secondaire. Mais dans un cas où il a été blessé, il a été trahi, il va bien sûr, il ne va pas oublier facilement ce qui lui est arrivé. Donc, ici, on ne parle pas que quelqu'un de secondaire est généralement fidèle et rancunier. On dit que quelqu'un de secondaire va être fidèle plus longtemps et rancunier plus longtemps. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Oui? Alaykoum salam. Quelqu'un qui est le rentre émotif. Non, non. Alors, je répète. Si c'est un composant du caractère, on ne peut pas le changer. On peut changer le comportement. Alors, quelqu'un qui est émotif, ça veut dire que dans ses relations, il n'y a pas cette chaleur, etc., etc. On doit le mettre dans ces situations, par exemple, le travail de groupe pour les enfants, etc., où il peut manifester ce genre de rapport, ce genre de chaleur. Mais il ne faut pas s'attendre à
cette manifestation chaleureuse soit vraiment très élevée, comme c'est le cas de quelqu'un qui est émotif. Voilà. Mais le non-émotif, ça sert dans d'autres domaines. Comme je viens de le dire, ça sert dans d'autres domaines. L'intérêt pour les éducateurs, pour les parents, c'est quoi? C'est de mettre la bonne personne à la bonne place. C'est de charger la bonne personne par la bonne mission. Et il ne faut pas donner à quelqu'un qui n'a pas les aptitudes et les capacités de faire quelque chose ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, c'est ça l'important. Mais on ne peut pas changer l'aspect humain. Je vous ai dit tout à l'heure que autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ses compagnons. Mais ils n'étaient pas les mêmes. Abu Bakr n'était pas comme Ali, Ali n'était pas comme Omar, Omar n'était pas comme Hamza. Comment Hamza est devenu musulman? C'est un grand primaire, Hamza. C'est l'aspect de l'émotivité. Il a vu que quelqu'un a traité le prophète de quelque chose et il l'a frappé et il a dit je suis avec lui. C'est tout. Et il est devenu musulman. Donc, je ne dis pas ici l'intérêt que Dieu a créé les êtres humains de cette manière. Et il faut savoir mettre chacun à sa place et prendre de chacun les bonnes choses qu'il peut donner. Voilà. Et corriger chez lui les défauts. On peut corriger les défauts, mais il ne faut pas s'attendre à une correction 100%, c'est-à-dire qu'il va changer. Je vais vous donner un autre exemple qui est caricatural. On peut apprendre à un chien à faire des choses, c'est-à-dire aller chercher le journal, guider un aveugle, etc., etc. Il peut le faire et le faire très bien. Mais est-ce qu'il a changé de nature? Non, il est resté toujours un chien. Donc, c'est ça on peut apprendre quelque chose pour changer un comportement, mais on ne peut pas changer de nature. C'est comme ça. Alors, il est clair qu'un sujet secondaire est plus enclin à voir loin dans le temps et planifier pour le long terme, comme il est aussi capable d'entreprendre des tâches dont l'exécution s'étend sur une longue période. Une personne secondaire, elle va loin dans le temps, il peut fixer des objectifs très lointains et il est capable aussi d'exécuter ce dont l'exécution demande beaucoup de temps. C'est très bien. Bien. Maintenant, le sujet primaire. Un sujet primaire ne possède pas cette capacité de longue haleine, mais il est bien qualifié s'il est actif pour mener à bien et sans hésiter les tâches qui lui sont confiées et dont l'exécution ne demande pas beaucoup de temps. Voilà. Les primaires, il va donner toute son énergie à une tâche qu'on lui a confiée et il est bien qualifié de la résoudre, mais cette tâche ne doit pas prendre de lui beaucoup de temps. Mais si on doit le charger d'exécuter un travail dont l'exécution s'étend sur une longue période, on doit alors le suivre de très près pour le pousser à continuer chaque fois que son enthousiasme pour mener ce travail jusqu'au bout diminue. Voilà. Comment on peut corriger? Quelqu'un de primaire, il est bien capable d'exécuter une tâche qui ne demande pas beaucoup de temps. Bien. Mais est-ce qu'on va le charger seulement de faire des actions qui sont très courtes? Non. On peut le charger de faire des actions qui demandent beaucoup de temps. Mais à condition de quoi? D'être toujours derrière lui. Chaque fois que son enthousiasme pour continuer ce travail diminue, il faut le remettre sur les rails de nouveau, etc., pour qu'il puisse continuer. Et c'est là qu'intervient le rôle clairvoyant de l'éducateur, qu'il soit père ou professeur, etc., conscient de ses particularités caractérielles et qui sait bien tirer parti des compétences de ceux auxquels il a affaire. Si il a quelqu'un de secondaire, il doit bien savoir le mettre à sa place et le charger des choses qui correspondent à sa secondarité, à son activité. S'il est primaire aussi, il peut servir, mais dans certains domaines, et il faut savoir aussi le suivre, etc. Oui? Oui, je viens de répondre à cette question. Il ne peut pas être les deux à la fois. Sauf s'il est à cheval
sur les deux. C'est très rare de trouver quelqu'un 5 sur 10 primaire, 5 sur 10 secondaire. C'est très rare. Mais généralement, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer de comportement. Le plus important maintenant, c'est de viser le comportement et pas le caractère. Le caractère, vous ne pouvez pas le changer, mais vous pouvez changer le comportement de la personne. Bien, oui? Pour ce trait de caractère, on parle ici, primaire versus secondaire, est-ce que, d'après ce que vous présentez, c'est comme si ça s'applique plus aux compétences techniques de la personne que le champ moral? Le champ moral? Le champ moral, c'est-à-dire parce que, d'après la pratique religieuse, ce qu'on comprend du hadith de la société, c'est que vraiment on peut combiner les deux, c'est-à-dire selon les situations, selon une prise de conscience, de certaines situations, tu peux être primaire, dans d'autres situations, avec la prise de conscience du contexte et du tout, tu peux être secondaire. Oui, oui. Alors, pour revenir au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui se met en colère très lentement, c'est-à-dire il ne se met pas en colère facilement et rapidement, mais qui revient sur sa colère rapidement. N'est-ce pas? Bien. Alors, prenons le cas, cette personne, elle est secondaire. Pour la première partie, il ne veut pas se mettre en colère rapidement, c'est facile, etc., etc. Ça fait partie de son caractère. Mais revenir de sa colère rapidement, il peut le faire, mais il doit fournir un grand effort pour le faire. C'est tout. Pour ce qui est du côté moral, les primaires, comme on va voir chez certains caractères, le nerveux par exemple, émotif, inactif, primaire, ils ont tendance au mensonge, etc., pour suppléer à leur manque dans certains domaines. On va le voir après. Donc ici, ce n'est pas la morale, etc. La religion est venue pour corriger le comportement des gens, mais pas pour corriger leur caractère. Et le Coran le dit très clairement. Il ne vous dit pas que vous ne devez pas vous mettre en colère. Non. Allah aussi dit Alhamaha fujura wa taqwa. Oui, 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 Il a oui, mis en nous une capacité oui, oui, oui. pratiquement la même de penser vers le mal, vers le penchant. Bon, alors. Si on parle de cette manière, c'est comme s'il dit Ana mqaddar alayya que je sois Non, 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 coléreux, et puis Non, non, non. Non. Alors, on va entrer dans un... lorsque vous parlez de inné, c'est comme si quelque chose qui peut venir du ciel et puis je dois l'accepter. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Mais vous devez, dans certains cas, changer de comportement. Et le changer de comportement, c'est là le rôle de la religion, c'est là le rôle de l'éducation, c'est là le rôle de ces choses que je viens de vous dire. Alors, si vous entrez dans ce domaine que cette chose, qu'est-ce qui se passe? Si vous entrez dans ce domaine que ça vient d'Allah et ça y est, je n'ai pas à intervenir et à fournir des efforts pour corriger mon comportement, vous allez entrer dans un champ vraiment très, très dangereux. Je ne sais pas ce que je veux. C'est-à-dire j'ai du mal avec l'idée qu'on ne peut pas changer les traits de caractère. Oui, oui, Vous dites qu'on ne peut pas changer Oui. les traits de caractère, mais on peut changer le comportement. c'est ça, oui. Mais on voit dans les expériences de vie qu'on peut changer le trait de caractère. Personnellement, c'est ça la confusion que j'ai un peu. Non, ici, permettez-moi de te dire que tu confonds entre caractère et comportement. Ce qu'on change, c'est le comportement et pas le caractère. C'est tout. C'est très facile à comprendre. On peut changer le comportement, c'est possible, en fournissant l'effort nécessaire si ce comportement ne convient pas à mon caractère, et vous y arrivez. Le hadith que je vous ai donné tout à l'heure, إنما الصبر بالتصبر إنما العلم بالتعلم. Vous remarquez ici, dans cette expression, l'effort qu'il faut fournir. إنما الحلم بالتحلم. Voilà, c'est possible. Ce n'est pas moi qui le dis. Un sujet primaire ne possède pas cette capacité, donc, comme je viens de vous dire, alors, notons à la fin qu'il faut être très vigilant en traitant avec un enfant émotif secondaire,
celui-ci risque de ne jamais oublier les agressions physiques ou morales, humiliations, mépris dont il a été victime. Si l'enfant primaire est enclin à oublier les agressions, disons voilà un aspect positif de la primarité. Il peut facilement oublier qu'il a subi. Ces mêmes agressions peuvent marquer à vie un enfant secondaire. Alors si vous avez des enfants et vous faites un test et vous savez que l'un est primaire et l'autre est secondaire, il faut être très vigilant lorsque vous vous comportez avec eux. C'est tout. Bien, les composantes complémentaires du caractère. Alors nous avons vu 3 composantes primordiaux du caractère: l'émotivité, l'activité et le retentissement des représentations. Et maintenant, on va voir les composantes complémentaires. Si l'on veut donner d'un enfant ou d'un adulte une définition caractérielle complète, il faut joindre aux 3 éléments fondamentaux qui forment le squelette du caractère 5 éléments complémentaires. Alors, ce sont ces éléments qui nuancent chaque caractère. Vous avez déjà le caractère et ce sont l'ajout de ces et l'intervention de ces éléments qui vont nuancer le caractère et font la distinction entre les personnes appartenant au même type de caractère. Vous allez trouver des primaires, par exemple, des secondaires ou bien des actifs ou inactifs, mais les 3 composantes fondamentaux, ils se combinent, ils réagissent l'un sur l'autre. Si vous ajoutez les 5 complémentaires, et vous allez remarquer que c'est la réaction de ces 8 ces 8 composantes du caractère qui relativisent chaque caractère et qui le distinguent de l'autre. Bon, alors premier élément complémentaire, largeur ou étroitesse du champ de conscience. Alors ici, on peut l'assimiler à l'objectif d'un appareil photo. Cette aptitude joue le même rôle que celui de l'objectif d'un appareil photo. La personne large, c'est-à-dire vous prenez l'objectif et vous l'élargissez très grand. C'est un sujet à l'habitude de voir les choses, les événements, les êtres dans une vaste perspective, de les rapporter rapidement les uns aux autres, de les comparer, de les situer dans des ensembles, sans se focaliser spécialement sur un aspect particulier. Comme cette image, c'est-à-dire il ne voit pas un arbre, mais il voit tout un panorama. Ce caractère, c'est un large. D'une manière très simple, un large, il voit toujours les choses, les événements dans un long panorama, dans un grand panorama. Une personne étroite, il va voir les choses d'une manière très précise, mais très restreinte. C'est-à-dire, il ne va pas voir la forêt, mais il va voir un arbre, ou bien un oiseau qui est sur l'arbre. C'est ça la différence. C'est bien, c'est mauvais, ça n'a rien à voir avec ni bien ni mauvais. C'est un trait de caractère et on va voir ses effets sur l'apprentissage, sur la science, etc. L'application dans le domaine scolaire. Un élève large manifeste à l'école des intérêts nombreux et diversifiés. Vous allez le trouver qui est en train de s'intéresser à beaucoup de matières. Il ne va pas avoir des matières vraiment privilégiées. Et des possibilités d'attention simultanée à la leçon du maître, au bavardage de son voisin, aux jeux prévus pour la récréation prochaine, ou souvenir d'un jeu récent. Tout cela se passe en même temps dans sa tête. Il fait attention au maître qui explique la leçon. Il prête aussi son oreille au bavardage de son voisin, et il pense aussi au jeu qu'il va faire plus tard pendant la récréation, et même se rappeler des choses. Alors ça, dans le domaine scolaire, c'est quelqu'un qui va s'intéresser par exemple à la philosophie, qui demande beaucoup de spécialités, qui demande beaucoup de connaissances, etc. Alors que la personne qui est étroite, il va s'intéresser à autre chose. Alors, toujours avec le large, il accordera l'attention principale à la leçon du maître, tout en restant attentif au reste, tout ce qui se passe dans la classe et aux autres. Lorsqu'il fait ses devoirs à la maison, l'enfant large, il accepte aisément une certaine agitation autour de lui, peut surveiller du coin de l'œil un frère plus jeune, écouter la musique et chantonner avec elle et penser à ce qu'il fera tout à l'heure. Un enfant large, il peut travailler à la maison même s'il y a du bruit. Et si sa maman le charge de surveiller son frère, il peut le faire facilement pendant qu'il travaille. Et il peut travailler en écoutant la musique. Bon,
L'enfant large se caractérise aussi par un désordre, mais un désordre plus ou moins accentué, une curiosité générale est toujours disponible. Il est curieux et il a toujours envie de connaître certaines choses. À l'école, il n'a pas de matière privilégiée. Il travaille toutes les matières et s'il est peu actif, il va bâcler toutes un peu plus. Il va travailler les matières, généralement parce qu'il est large, mais il ne va pas les faire correctement comme quelqu'un qui est actif. Dans la vie courante, le large s'arrête devant les incidents de la rue, aussi simple qu'il soit. Ramasse un papier qui traîne à terre, lit ou feuillette tout. Un enfant large va facilement s'arrêter pour voir ce qui se passe lorsqu'il y a quelque chose, un rassemblement dans la rue, etc. Il va ramasser un papier pour le lire, etc. Maintenant, le sujet est 3. L'objectif est fermé, très fermé. Alors, l'enfant à champ de conscience étroit ne relève dans les choses, l'événement et l'être que leur aspect singulier et frappant. Il ne va pas voir la forêt, mais il va voir un arbre et la couleur de cet arbre. Ce caractère reçoit des impressions beaucoup moins nombreuses, pas comme le large, il reçoit beaucoup d'impressions, mais beaucoup plus nettes, précises et frappantes, comme l'objectif de l'appareil photo. Vous focalisez sur quelque chose de très précis. Sur le plan scolaire, cet enfant exige ou recherche le silence et la solitude pour faire ses devoirs. À la maison, s'il veut travailler, son entourage doit être calme. Il ne peut pas travailler dans le bruit. Comment? Non, pas parce qu'il est distrait. Parce que le bruit va le distraire. Il ne va pas le laisser en train de travailler. C'est tout. Il ne peut pas accepter de travailler dans le bruit. C'est tout. Et il faut respecter ce trait de caractère. Il s'irrite du bruit environnant, des dérangements qu'il subit, c'est-à-dire si quelqu'un travaille, si son petit frère ou quelqu'un se met à le solliciter à chaque minute, il ne va pas être content, il va être très dérangé du camarade qui le sollicite et de toute autre perturbation. Alors, vous avez un fils ou une fille qui est étroit, il faut lui permettre ou bien lui donner la possibilité de travailler dans le calme et de ne pas le déranger à chaque instant. Ce n'est pas le cas pour le large. Le large, il peut facilement accepter cela. Application dans le domaine scolaire. Chez l'enfant étroit, c'est l'ordre, la méthode et une curiosité axée restreinte qui prime. À l'école, il privilégie certaines matières parce qu'il est étroit, la précision, donc les mathématiques et la géographie, par exemple, lui conviennent pour leur précision. Alors, généralement, les grands mathématiciens, etc., ils sont étroits. Pas toujours, généralement. S'il est actif, il s'adonne avec continuité à ses disciplines de précision. S'il est actif, il va travailler la géographie, les mathématiques avec vigueur et force, etc. S'il est peu actif, il va consentir à ces matières un intérêt relâché, mais plus marqué qu'aux autres disciplines. S'il n'est pas actif, bien sûr, il va travailler les mathématiques. Disons pas comme quelqu'un qui est actif, mais mieux que les autres matières. Dans la vie courante, l'étroit ne se consacre qu'à ses centres d'intérêt, occupé par ses pensées, et il passe son chemin, et il n'est intéressé ni par les affiches, ni par les badauds. Bien. Alors, d'après les caractérologues, l'intelligence n'est pas indépendante du caractère. Elle comporte un grand nombre de formes possibles. Voilà les différentes formes de caractère, d'intelligence. Je passe tout de suite parce qu'il paraît que ça a pris beaucoup de temps. Oui? Quel trait de caractère? Celui-là, c'est-à-dire la largeur. Et l'étroitesse. Oui? Comment ils sont leur attitude par rapport aux questions morales, les questions de valeur. Parce que tout ce qui est mentionné, c'est surtout des comportements techniques en quelque sorte, bien des compétences techniques. Mais c'est-à-dire comment ils sont vis-à-vis des questions morales pour l'éducation. Regarde, le caractère n'est pas la largeur et l'étroitesse de champ de conscience. Le caractère, c'est tout cela que je viens de citer.
Et c'est en fonction de tout cela que va se définir la position de la personne par les choses morales et les choses qui ne sont pas morales. Alors, je vous ai dit que quelqu'un qui est émotif, le degré de religiosité, de respect de la religion, est plus élevé que celui qui n'est pas émotif. Alors, on ne peut pas partir d'un seul trait de caractère pour dire c'est sur le plan moral bon ou mauvais. Oui, voilà, je viens de vous expliquer. Alors, l'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Je vais m'arrêter sur 3. Alors, vous avez l'intelligence concrète intuitive. C'est-à-dire, on dit que l'intelligence qui se manifeste au bout des doigts. Cette forme d'intelligence est caractérisée par la nécessité éprouvée par l'esprit de continuer au-delà de la seconde enfance, c'est-à-dire au-delà de 12 ans, à raisonner sur les objets, des mouvements, des rapports présents dans son expérience. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui a cette intelligence et vous le mettez dans un atelier, il va vous produire des choses extraordinaires. Parce qu'il traite avec ce qui est concret, avec l'objet. Ça pourrait être aussi un ingénieur très performant. Cette intelligence, c'est l'intelligence du concret. Bon, alors, l'intelligence imaginative. Alors, on est au départ sur le concret, maintenant on passe à autre chose. Cette forme d'intelligence opère de préférence non plus directement par le maniement des objets, des outils, des appareils, mais par le maniement des symboles visuels, auditifs et des images. Il n'est pas avec des objets qu'il peut palper, qu'il peut toucher, qu'il peut manipuler, mais avec soit des photos, soit des images, soit des symboles auditifs, etc. Un peintre, un sculpteur, un musicien ou un poète organise une pensée qui est surtout à la base d'images visuelles, auditives, plastiques, pleines de sens implicites. Bon, l'intelligence qu'on considère comme étant l'intelligence la plus élevée, c'est l'intelligence verbo-conceptuelle ou théorique. Alors, on est parti du concret vers l'image et maintenant vers les symboles. Cette intelligence fonctionne à l'aide de concepts et de mots. On la tient pour la seule forme d'intelligence, ce qui n'est pas vrai, et il se distingue par son affinité pour le langage mathématique, physique, chimique, etc., qui lui ouvre la voie des représentations générales et abstraites. C'est le langage et non l'objet ou l'image qui lui offre le matériel symbolique qu'il utilise. Elle laisse la perception ou l'image, gaz carbonique, eau, etc., pour n'en retenir que la définition ou la formule, CO2, H2O, etc., etc. Lui, il travaille avec les formules. Alors, le premier avec les objets, le deuxième avec les images, qu'ils soient auditives ou bien images visuelles, et le troisième avec les symboles. Quelle est la meilleure forme d'intelligence? Toutes les intelligences sont bonnes et toutes les intelligences sont nécessaires. Alors, j'ai raconté, je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois, un exemple, je vais vous répéter. Un jour, Einstein était dans le train, il y avait à côté de lui une personne. Alors Einstein lui a, je ne sais pas pour quelle raison, il a voulu montrer sa science, etc. à cette personne. Il a dit à cette personne, tu vois, toi, moi je vais te poser une question. Si tu ne réponds pas, tu me donnes $5. Puis c'est toi qui vas me poser une question. Si je n'arrive pas à répondre, je vais te donner $50. Alors la personne a dit, d'accord. Einstein lui a posé un problème physique, de la physique, etc. Alors cette personne, bien sûr, il n'a pas su répondre et il a sorti de sa poche $5 et l'a donné à Einstein. Maintenant, c'est Einstein qui va écouter la question de l'autre. Alors l'autre lui a dit, quelle est la chose qui monte vers la montagne avec 3 et descend avec 1? Einstein, surpris, n'a pas su répondre. Alors il a sorti $50 et il a donné à cet homme. Puis, attiré par la curiosité, Einstein lui a dit, posez une question, c'est une question. Alors, quelle est cette chose? Alors l'autre a sorti $5 et il l'a donné à Einstein. C'est-à-dire il ne sait pas. Alors vous avez ici deux formes d'intelligence, l'intelligence de la physique et l'intelligence sociale. Il a gagné combien? Non, pas 45, $40.
Combien il reste de temps? Ou est-ce que vous avez un problème de temps ou je continue jusqu'à la fin? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de... Hein? D'accord. Alors, deuxième, très complémentaire, c'est la domination ou la conciliation. Le sujet dominateur, qu'il soit homme ou femme, a tendance à s'obstiner, à attaquer, à lutter pour imposer ses désirs aux autres. Quelqu'un de dominateur, et ça apparaît dès l'enfance. Et c'est un trait de caractère. La tendance dominatrice est très sensible dès l'enfance. L'enfant se montre alors entêté dans ses opinions et refuse de comprendre. Il est violent et exigeant. Il va droit au but et tente d'imposer à ses camarades, voire de s'imposer à ses camarades, voire à sa femme. C'est une personne dominante. Le sujet dominateur, qu'il soit homme ou femme, bien sûr, une femme peut être dominateur, contrôler, c'est-à-dire tout dans la maison, contrôler son mari, le dominer, lui, ou bien l'homme, etc. Donc, ce sont des traits de caractère, et les enfants, de la même chose. Le sujet dominateur, qu'il soit homme ou femme, a tendance à s'obstiner, à attaquer, à lutter pour imposer ses désirs aux autres. La tendance dominatrice est sensible dès l'enfance. L'enfant se montre alors entêté dans son opinion et refuse de comprendre. Il est violent et exigeant, il va droit au but et tente de s'imposer à ses camarades, voire à sa famille. Si vous le laissez faire ce qu'il veut, cette tendance dominatrice va se développer et il arrive un moment où vous ne pouvez pas le contrôler. Donc si vous avez un enfant dominateur, il faut essayer dès le départ de lui mettre les limites. Bon, l'autre composante, c'est l'extraversion ou l'introversion. Chaque caractère peut présenter une aptitude plus ou moins marquée à vivre en groupe, à éprouver le besoin d'une vie commune dans la famille, la classe, le groupe, le scoutisme, la bande, etc. C'est une personne qui est extravertie. Il a besoin des autres. Mais ce besoin est différent de la domination. Il peut avoir besoin des autres, mais sans les dominer. On peut être dominateur et solitaire, comme De Gaulle, ou dominateur et intégré dans un groupe, comme le furent Louis XIV et Napoléon, intégrés à leur cour, même si c'est pour la dominer. Un extraverti n'est pas nécessairement dominateur, mais il peut l'être. Extraversion ou introversion toujours, chez l'enfant, le besoin, c'est l'enfant extraverti, le besoin ou pas de la vie du groupe apparaissent très vite aux parents. L'enfant extraverti cherche ses camarades dès qu'il a un moment de liberté et se réjouit à les trouver. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a besoin des autres et de vivre avec les autres. Cette aptitude implique la confiance en les autres. L'enfant se lie d'amitié facilement, ne se plaint pas de ses camarades et se livre facilement à eux et à sa famille. Se livre facilement, ça veut dire il va leur dire tous les problèmes qu'il a, etc., leur raconter ce qu'il a sur le cœur. Alors que l'enfant introverti n'a pas besoin d'autrui. Il vit volontiers seul dans sa chambre avec ses jeux, ses livres, son travail. Alors ne pensez pas que c'est une maladie. Un enfant qui est introverti, il n'a pas besoin des autres, il peut facilement accepter la solitude et il joue seul avec ses livres, avec ses jouets, etc., son travail. Cette attitude de l'introverti, je termine et je donne. Cette attitude conduit à la réserve, à la circonspection, c'est-à-dire il va surveiller son langage, il ne va pas dire n'importe quoi, à la méditation secrète, voire à la méfiance. Quelqu'un qui est introverti, il va être méfiant et il va être très réservé dans ses rapports avec les autres. Alors que celui qui est extraverti, il va être très ouvert vers les autres. Oui? Pardonnez-moi si je me trompe, mais on dirait qu'il manque le trait de la conciliation. Je ne sais pas si on est passé dessus. On n'a pas la domination. Domination, le contraire de la conciliation. Voilà, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui ne veut pas dominer, qui cherche toujours un compromis. C'est ça la conciliation. Bien.
Alors, maintenant, la grande question, comment détermine-t-on les composantes fondamentaux et complémentaires du caractère? C'est très simple. Il y a des tests que vous pouvez facilement trouver sur le net, tests de caractérologie, et vous allez les avoir. On ne peut pas les présenter maintenant parce que ça demande beaucoup de temps. Tests de caractérologie, vous pouvez les trouver facilement sur le net. Bien. En combinant, selon la formule 2 à la puissance 3, les trois composants essentiels qui sont l'émotivité, l'activité et le retentissement, on obtient 8 types de caractères. Chacun, bon, alors, les 8 types de caractères maintenant. Un émotif non actif primaire, c'est ce qu'on appelle dans le domaine de la caractérologie le nerveux. C'est un mot technique ici, qui représente ce caractère. C'est l'un des caractères les plus difficiles, mais pas les caractères impossibles. C'est-à-dire qu'il n'a pas de... qu'on ne peut pas le corriger. Émotif non actif secondaire, c'est le sentimental. Émotif actif primaire, c'est le colérique ou l'actif exubérant. Émotif actif secondaire, c'est le passionné. Non émotif actif primaire, c'est le sanguin ou le réaliste. Non émotif actif secondaire, c'est le flegmatique ou le lymphatique. Non émotif non actif primaire, c'est l'amorphe. Et le non émotif non actif secondaire, c'est l'apathique. Voilà les 8 familles. Et dans chaque famille, à l'intérieur de chaque famille, il y a des différences de personnalité. Bien. Un petit coup d'œil sur la morphopsychologie, c'est-à-dire vous regardez les 8 visages qui sont là. À chaque caractère correspond un visage. Les gens qui sont spécialisés dans la morphologie, il leur suffit de voir le visage de la personne pour déterminer plus ou moins son caractère. Il y a aussi la graphologie. Les gens n'ont pas la même écriture et à chaque écriture correspond un caractère. C'est pour ça que pour les gens qui écrivent une lettre de motivation pour solliciter un travail, etc., on leur demande que la lettre soit manuscrite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'écrire sur l'ordinateur, etc. Tout simplement parce qu'il y a des spécialistes qui vont voir votre écriture et ils peuvent déterminer plus ou moins votre caractère. Alors, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Vous dites, moi j'ai une mauvaise écriture, vous donnez à quelqu'un, à votre ami, d'écrire à votre place la lettre de motivation. Il est très possible que votre écriture, qui vous dites qui est mauvaise, soit très positive pour le métier que vous demandez, et la belle écriture de celui auquel vous avez demandé d'écrire à votre place soit pas acceptable, soit mauvaise. Bien, maintenant je vais vous donner rapidement un résumé du portrait des 8 caractères. Alors, regardez ici le nerveux. Vous avez Charles Baudelaire d'un côté et vous avez Mozart. Alors, si vous regardez un petit peu leur visage, vous allez trouver qu'il y a une grande ressemblance entre le nez et les yeux, etc. Bien. Alors, ces gens qui sont des nerveux, ils sont d'humeur variable et aiment étonner et attirer sur eux l'action des autres. Ils sont indifférents à l'objectivité et ont besoin d'embellir la réalité, ce qui va du mensonge à la fiction poétique. Ils ont un goût prononcé pour l'inhabituel, le bizarre, voire le tragique, et d'une manière générale, le secret, le négatif. Ils travaillent irrégulièrement parce qu'ils ne sont pas actifs, et seulement à ce qui leur plaît, et ont besoin d'excitants pour s'arracher à l'inactivité et à l'ennui. Inconstants dans leur affection, vite séduits, vite consolés. Vous n'allez pas trouver un nerveux qui va être fidèle, par exemple, à sa femme, à ses amis, etc. Ils sont inconstants dans leurs relations. La valeur dominante chez eux, c'est le divertissement. Pour vivre, ils doivent se divertir, etc., s'amuser. Bien. Mais malgré ça, les nerveux ne sont pas totalement négatifs. Nerveux ayant marqué l'histoire humaine, je vous ai déjà montré, il paraît que le nerveux est l'un des caractères faisant preuve de beaucoup de caractéristiques négatives, mais une éducation perspicace exploitant convenablement les bonnes aptitudes des nerveux peut en faire une personnalité gravant son nom sur l'histoire de l'humanité, comme le montre cette liste que je vais vous montrer, et la liste de Mozart. Ce n'est pas actif sur le plan physique, etc. Il va être actif dans le domaine de l'art. Alors, vous avez ici un groupe de noms de personnes très
Je ne sais pas si vous connaissez certains, par exemple Alfred de Musset, qui est un écrivain, etc. Bien, alors je passe tout de suite. Le sentimental, émotif, non actif, secondaire. Alors, ils sont ambitieux, mais restent au stade de l'aspiration. Ils ont beaucoup de projets, ils veulent faire beaucoup de choses, mais ils ne passent pas à l'action. Tout simplement parce que... Pourquoi? Parce qu'ils sont inactifs. C'est pour ça qu'ils ne réalisent pas leur aspiration. Méditatifs et introvertis, ils sont toujours en train de méditer, etc. Introvertis. Souvent mélancoliques et mécontents d'eux-mêmes. Hésitants, réservés, scrupuleux, ils alimentent leur vie intérieure par la rumination du passé. Ils savent mal entrer en relation avec les autres et tombent aisément dans la misanthropie, c'est-à-dire la haine de l'autre. Maladroits, ils se résignent d'avance à ce qu'ils pourraient cependant éviter. Si jamais il va leur arriver quelque chose, ils l'acceptent facilement, mais ils auraient pu l'éviter avec un certain effort. Individualistes, ils ont un vif sentiment de la nature. Valeur dominante, l'intimité. C'est la vie intérieure. Bon, sentimentaux ayant marqué l'histoire de leur apprendre. Alors certains chercheurs classent le prophète Yaqub alayhi salam parmi les sentimentaux. Alors, je ne vais pas vous expliquer, ça va demander beaucoup de temps, mais voici une liste de sentimentaux célèbres cités par René Le Sen dans son livre de traité de caractérologie. Alors je ne vous ai pas parlé de ce livre. Le livre, la référence essentielle de la caractérologie, c'est Traité de caractérologie de René Le Sen, que vous pouvez facilement télécharger sur le net. Très important si vous voulez vraiment vous approfondir dans le domaine de la caractérologie. Alors, vous avez ici beaucoup de noms. Bon, colérique, émotif, actif primaire. Victor Hugo d'un côté et François Ier de l'autre. Ils sont généreux, cordiaux, pleins de vitalité et d'exubérance, optimistes, généralement de bonne humeur. Ils manquent souvent de goût et de mesure. Leur activité est intense et fiévreuse, mais multiple. Ils sont émotifs et actifs, bien sûr, leur activité va être intense. Ils s'intéressent à la politique, aiment le peuple, croient au progrès et sont volontiers révolutionnaires. Comme bien sûr Victor Hugo. Doués d'aptitudes oratoires et pleins d'impétuosité, c'est-à-dire ils sont de très grands orateurs. Ils sont des entraîneurs d'hommes. La valeur dominante chez eux, c'est l'action. Bien, l'une des figures emblématiques reflétant clairement la personnalité du colérique ou l'actif exubérant est le prophète Moussa alayhi salam, comme le montre le Saint-Coran dans la sourate Al-A'raf. Si vous lisez sourate Al-A'raf, vous allez remarquer cette réaction très vigoureuse mais primaire de Moussa alayhi salam. Déjà au début de ce verset, فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانٍ. Et le colérique, c'est ça, al-ghadoub. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحُ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ قَالَ رَبِّ. Puis, il s'est repris. Il dit قال رب اغفر لي ولا أخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولما سكت عن موسى الغضب. Dieu ne l'a pas plaint pour sa colère. Il l'a accepté, il l'a déjà mentionné dans le Coran. وفي لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وألقى الألواح إلى آخره. On cite aussi Omar ibn al-As comme étant un actif exubérant. Bon, alors les colériques historiques, Balzac, Beaumarchais, Casanova, etc. Bien, les passionnés, ambitieux, qui réalisent tension extrême de toute la personnalité, activité concentrée sur une fin unique, il se fixe un objectif et il concentre son activité sur cette fin unique. Dominateur naturellement et apte au commandement. Vous avez ici Napoléon, par exemple. Savent maîtriser et utiliser leur violence. Serviables, honorables, aiment la société. Fréquemment bons causeurs. Prennent au sérieux la famille, la patrie et la religion. Généralement, les passionnés sont très religieux. Ont un sens profond de la grandeur et savent réduire leurs besoins organiques.
ils vont parfois jusqu'à l'ascétisme. L'ascétisme, en arabe, on appelle ça zud. Valeur dominante, l'œuvre accomplie. C'est-à-dire, il se fixe un objectif et il s'active pour réaliser cet objectif. On cite parmi les passionnés le prophète Youssef alayhi salam. Bien sûr, il a réalisé un très grand objectif. Et voici parmi une liste des passionnés. Alors, vous avez Tolstoï, Nietzsche, etc. Vous avez même les mauvais Hitler, Mussolini, tout cela étaient des Staline même, étaient des passionnés. Alors, ce qu'on peut avoir ces caractéristiques, ce tempérament, on peut faire soit du bien, soit du mal, parce qu'on a les capacités de le faire. Senghant au réaliste non émotif primaire, vous avez d'un côté Louis XVIII et vous avez de l'autre côté Machiavel, vous le connaissez je pense, Machiavel, celui qui a dit les fins justifient les moyens. Alors ils sont observateurs et savent faire des remarques exactes et font preuve d'un excellent esprit pratique. Ils aiment le monde où ils se montrent aimables, spirituels, ironiques, amusants. Ils savent manier les hommes et sont d'habiles diplomates. Libéraux et tolérants en politique, ils ont peu de respect pour les grands systèmes et attachent plus de près à l'expérience. Ils font preuve d'initiative et témoignent d'une grande souplesse d'esprit. C'est pour ça qu'ils sont de bons diplomates et parce qu'ils sont primaires. C'est pour ça qu'ils font preuve d'une grande souplesse d'esprit. La valeur dominante, c'est le succès social. Bon, alors, les listes des sanguins, etc. Phlegmatique ou lymphatique, non émotif, actif. Non émotif, actif. Et bien sûr, non émotif, actif et secondaire. Alors, d'habitude respectueux. Alors, les phlegmatiques, non émotifs, actifs et secondaires. Alors, vous avez d'un côté Franklin, et vous avez de l'autre côté Gauss. Gauss, les gens qui font des mathématiques le connaissent très bien parce que c'est un très grand mathématicien. D'habitude respectueux des